C'est en effet de cette question du travail, de l'activité, du geste, mais aussi du métier comme institution qu'il va être question dans cette présentation et dans cette expérimentation qui, comme vient de l'expliquer Quentin, consiste à mettre en écho des expériences communales distinctes et à interroger les éventuels effets de proximité et de similarité entre deux terrains que rien ne semble rapprocher. La Commune de Paris de 1871 et les communautés de la lagune de Venise, en particulier Murano, entre la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Donc mon propos ici ne sera pas seulement d'étudier ce qu'a été l'expérience communale dans la lagune de Venise, mais plutôt de mettre en avant des éléments possibles de comparaison et de réverbération entre ces deux terrains. Et si c'est bien de l'Italie dont il va être question, l'espace qui incarne peut-être le mieux dans notre imaginaire historique cette expérience communale, ce n'est pourtant ni la Toscane, ni les 11e, 12e siècles qui vont nous occuper aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, l'île de Murano, une petite île à 1 km au nord de Venise, une communauté semi-autonome qui, à l'époque qui m'intéresse, est composée d'environ 5000 habitants et de façon célèbre, en particulier de verriers, mais aussi d'artisans, de pêcheurs et de paysans. C'est donc une petite communauté, autant urbaine que rurale, qui se construit au Moyen-Âge à proximité et sous la tutelle de l'une des cités les plus riches et les plus puissantes d'Occident, Venise, et c'est peut-être cela qui explique l'originalité de son expérience politique. Alors, ce qui va nous occuper est un processus presque anachronique autour de la renégociation des statuts de l'île de Murano en 1502. Donc, les statuts, c'est l'ensemble des lois qui gouvernent cette communauté. Et cette renégociation, qui couvre en réalité un processus d'environ un siècle, implique une réaffirmation forte des valeurs communales et donc une redéfinition de ce qu'elles sont, près de 4 siècles après le grand mouvement communal italien. Donc ce processus, nous allons le voir, est lié à la revendication par les verriers de Murano de nouveaux droits politiques et juridiques et à l'affirmation du nouveau rôle qu'ils entendent jouer dans le gouvernement de la communauté. Je vais donc analyser cette reconfiguration institutionnelle et juridique, mais en considérant le phénomène par le bas, par le biais de l'expérience quotidienne, incarnée, située, des habitants ordinaires de l'île, des hommes mais aussi des femmes, des gens qui travaillent avec leurs mains, qui ont un savoir-faire professionnel, qui pour certains savent lire et écrire, et pour d'autres sont illettrés. Car en effet, cela a été rappelé à plusieurs reprises lors des séances précédentes. Depuis plusieurs décennies, les historiens ont remis en cause une forme d'idéalisme historiographique de la commune médiévale, et en particulier italienne, en rappelant que ces espaces politiques étaient en réalité contrôlés par quelques hommes puissants et riches qui ne représentaient qu'une part restreinte de la communauté urbaine. Or, au contraire, il s'agira ici de considérer le rôle joué par les travailleurs et les artisans, c'est-à-dire des groupes majoritaires dans la société, de façon à analyser comment, par le biais du travail comme activité et du métier comme groupe professionnel et juridique, ceux-ci font également une expérience de la commune et contribuent largement à construire ses valeurs, son sens et sa configuration. Donc on le voit, ce n'est pas tant l'expérience révolutionnaire de la Commune de Paris qui m'intéressera, car de façon notoire, et même si cela mériterait d'être considérablement nuancé, la sérénissime, la très sereine République de Venise est un espace exempt de révolte et de soulèvements violents. Mais je voudrais plutôt montrer que l'apprentissage et la construction du politique se font aussi voir d'abord par le biais du travail, au XVIe siècle comme au XIXe siècle, à deux moments considérés comme des seuils de la modernité. Alors, premier point, de quelle commune parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est que cette communauté de Murano ? Donc, je vous l'ai dit, c'est une des îles de la lagune et il faut bien voir que dès le début du Moyen-Âge, plusieurs îles de cette lagune vénitienne sont habitées par des communautés d'habitants. L'île de Rialto qui va donner lieu à la fameuse Venise et puis d'autres communautés, Torcello, Burano, Murano, qui vont, elles, abriter des communautés qui vont se développer mais qui vont rester relativement restreintes en comparaison de Venise. La communauté de Murano obtient des statuts propres à la fin du XIIIe siècle, en 1280. Pour vous donner un ordre d'idée, Venise devient commune elle-même en 1150, 1153, et donc un siècle et demi plus tard, à la fin du XIIIe siècle, Venise donne à ces petites îles de la lagune un statut de communauté, en leur accordant des statuts spécifiques et en nommant à leur tête des podestats, c'est-à-dire des représentants élus à Venise, au sein du Grand Conseil de Venise, pour représenter justement le pouvoir de Venise dans ces communautés autonomes.
Donc le podestat préside à un certain nombre d'institutions qui sont dites institutions communales ou communautaires, je vais y revenir, les institutions de la communauté. En particulier à Murano, il y a un conseil des 30, c'est-à-dire 30 habitants de l'île qui se réunissent pour prendre des décisions. Et donc le rôle de ces institutions et du podestat qui les dirige est de gouverner la communauté, faire respecter les statuts et les lois vénitiennes en garantissant la justice, l'ordre public et la paix sociale. Alors, revenons un instant sur les termes employés dans les sources. Dans la documentation produite à Murano par le podestat et par les institutions locales, Murano n'est pas appelée commune, mais elle est appelée au début du XVIe siècle comunità, communauté. Et c'est intéressant parce que la fin du XVe et le début du XVIe siècle correspondent au moment où la documentation vénitienne n'est plus produite en latin, mais en vénitien, en vernaculaire. Donc il y a une mutation du langage politique, une adaptation de ce langage politique. Et dans les sources produites à Murano, il y a parfois des sentences en latin, parfois ou des délibérations en latin, parfois en italien ou en vernaculaire, en vénitien. Le vénitien est relativement proche du toscan. Et donc on se rend compte par exemple que, si je prends l'exemple du crieur public, qui peut être appelé en latin preco communis, il va être appelé en italien commendador di questa comunità. Donc on ne retrouve plus jamais en italien le terme de commune, ce qu'on retrouve c'est celui de communauté. Et cette communauté, elle est aussi appelée la terra, la terre, et c'est le dernier élément essentiel à rappeler pour définir cette communauté et mettre en avant justement les effets possibles de similarité entre les communes médiévales, la communauté de Murano et la commune de Paris. La commune ou la communauté, c'est un groupe politique d'individus qui s'inscrit dans un territoire. Cette dimension spatiale est essentielle, car il faut un terrain, un espace commun pour que s'incarne l'idée de commune. C'est l'expérience est toujours inséparable du lieu où elle advient, et c'est bien pour cela que les communes italiennes sont si différentes les unes des autres. Chaque cité a son propre métabolisme communal qui donne sa texture, son sens, sa configuration institutionnelle et spatiale à la commune. Et d'ailleurs, si on avait le temps, on pourrait s'interroger sur le parallèle à faire entre Venise comme commune au XIIe siècle, mais qui devient progressivement la capitale d'un État maritime et territorial, et parallèle à mener avec la Commune de Paris de 1871 dans son articulation entre municipalité et gouvernement ou capitale. Pour revenir à Murano, donc ce métabolisme dont je viens de parler se nourrit d'une configuration spatiale et sociale spécifique que résume par exemple parfaitement cet ordre de mobilisation proclamé dans les rues de l'île en 1511 et qui est adressé, je cite, à tous les hommes de Murano, verriers comme pêcheurs, et les autres habitants de cette terre de Murano, quelles que soient leurs conditions. Verriers comme pêcheurs, ce sont en effet les deux groupes principaux qui forment la communauté et qui forment le discours sur la communauté. Verriers au sud, le long de ce qu'on appelle le Rio dei Vetrai, donc une zone très fortement urbanisée de l'île qui ressemble à Murano, et les pêcheurs et les paysans au nord, qui habitent en fait un espace rural où déambulent les animaux au milieu des tas de foin et des maisons en bois. Donc voyons dans un deuxième temps le rôle que les verriers, donc ceux qui habitent le sud de l'île, jouent dans la reconfiguration politique de la communauté de Murano au XVIe siècle. Donc les verriers habitent l'île dès le XIIIe siècle, mais c'est une décision qui est prise à Venise à la fin du siècle, à la fin du XIIIe siècle, en 1291, qui va sceller le destin de Murano comme l'île du verre, puisque Venise décide classiquement d'interdire la présence de fours à l'intérieur de la cité pour éviter les risques d'incendie. Et donc à partir du début du XIVe siècle, on voit s'installer des artisans du verre qui vont créer de véritables lignées d'artisans, des grandes familles qui sont reconnues par un patronyme et qui vont progressivement au cours du XIVe et du XVe siècle affiner le geste technique, mettre en place une compétence qui leur permette de s'imposer, et en particulier au milieu du XVe siècle en inventant un procédé artisanal qui leur permette d'inventer le cristal pour imiter le cristal de roche, un verre plus fin, plus facile à travailler. Et c'est ça qui fait la réputation, encore aujourd'hui d'ailleurs, du verre de Murano. Les verriers de l'île appartiennent à ce qu'on appelle une scuola ou arte en italien, un art ou une école, c'est-à-dire une guilde en français, ce qui deviendra les corporations. À Venise, il y a environ 200 métiers organisés, 200 guildes qui s'organisent à partir de la fin du XIIIe siècle, et les verriers appartiennent justement à une de ces scuolas. On le sait, ces métiers sont des institutions essentielles dans les villes médiévales. Ces métiers ont fait l'objet d'une très longue tradition historiographique. Florence Ulac a aussi rappelé l'intérêt qu'ils ont représenté pour la sociologie.
Et ce qui est intéressant dans le cas de Venise, et de Murano également, c'est qu'au départ, les guildes et les arts vénitiens n'ont pas de représentation politique. Par rapport à d'autres cités italiennes, en particulier Florence, à Venise, il est décidé que les métiers sont exclus du gouvernement de la cité, et donc il n'y a pas de représentation des arts dans les institutions communales. On aurait pourtant tort d'en conclure que les travailleurs, qu'ils soient maîtres ou ouvriers, sont dès lors totalement privés de toute expérience politique. Parce qu'au contraire, on peut considérer que c'est là, au sein de la guilde, que se forge, pour les hommes comme pour les femmes, parce que les femmes appartiennent aussi à ces métiers, c'est là que se forge donc l'expérience du politique, que se partage un sens commun de ce qu'est le bien commun. C'est là qu'il se construit collectivement. On le sait, les guildes médiévales, je l'ai dit, qui ont été bien étudiées, sont des lieux où les membres déjà sont amenés à prêter serment régulièrement les uns les autres dans des relations horizontales. Donc ils prêtent serment, ils s'engagent à respecter des valeurs qu'ils construisent collectivement. Ce ne sont pas des valeurs qui sont dictées par le haut, ce sont des valeurs qui naissent au sein des métiers. Et donc se construit également un discours de justification de l'intérêt du métier, de l'intérêt commun du métier. Au sein de ces guildes, il y a également des élections qui ont lieu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien comment à Venise, les guildes reprennent exactement les mêmes procédés électifs que ceux qu'il y a au Palais ducal. On combine tirage au sort et élection pour élire les représentants ou les juges. Et c'est aussi là, dans ces guildes, que les identités sociales se cristallisent en fonction de savoir-faire professionnel, d'une origine géographique, d'un âge, d'un sexe. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut replacer ce qui se passe à Murano au début du XVIe siècle. Je l'ai dit, en fait, depuis un siècle, tout au long du XVe siècle, ces verriers de l'île ont eu la possibilité de s'affirmer, d'affirmer leur prééminence dans l'île, bien sûr, mais aussi au-delà. Leur réputation commence à être faite à Venise, en Italie et même en Europe. Ils s'enrichissent. Certains deviennent même propriétaires de fours, c'est-à-dire qu'ils sont patrons, en réalité, d'autres artisans. Et durant tout le XVe siècle, les verriers affirment leur domination sociale sur l'île. Ils l'affirment à tel point que vers 1480, c'est-à-dire qu'il est difficile de savoir exactement à partir de quand, mais dans les années 1480, ces verriers commencent à revendiquer un nouveau titre qui est celui de cittadino di Murano, citoyen de Murano. Donc ils inventent une terminologie, celle de citoyen de Murano, qui n'existe pas jusqu'alors, en reprenant une terminologie qui est celle effectivement qu'on retrouve à Venise, mais avec une très grande différence, c'est qu'à Venise, les citoyens, c'est ce qu'on appelle les bourgeois dans les villes françaises, ce sont ceux qui ne travaillent pas avec leurs mains. Or, justement, à Murano, pour être citoyen, il faut être verrier ou artisan qualifié, il faut travailler avec les mains. Et donc les statuts de 1502 vont faire de fréquentes références à je cite, à ces bons citoyens de la terre, sans pour autant définir ce qu'ils sont. C'est-à-dire que le titre apparaît, les statuts de 1502 affirment que seuls les citoyens peuvent diriger les institutions, et pourtant on ne sait pas exactement comment devenir citoyen. Et donc, ce sera le fruit d'efforts législatifs qui auront lieu tout au long du XVIe siècle, de façon à ce que le contour de ce statut, les contours juridiques, soient progressivement définis. Alors, ce qui est intéressant ici, on le voit, c'est que les verriers, et je l'ai dit, ils sont aussi accompagnés d'autres riches artisans dans ce processus, parviennent à créer une nouvelle catégorie juridique essentielle qui va définir qui appartient à la communauté ou qui n'appartient pas à la communauté. Et c'est donc dans le métier que va se jouer cette appartenance à la communauté politique. Et en parallèle, je n'ai pas le temps de développer, mais se définit également ce qu'est l'étranger, forestière, qui est une terminologie aussi vague que celle de citoyen au XVe siècle et qui va être progressivement définie justement par le biais du métier. L'étranger, c'est celui qui ne peut pas pratiquer le métier du verre et donc qui n'appartient pas à la communauté et qui ne peut pas revendiquer le terme de cittadino. Alors, pour conclure ce second point, on le voit, la définition du métier, de qui peut le pratiquer, détermine qui fait partie ou pas de la communauté politique. Il y a donc une compétence forte à penser et à définir la société chez ces ouvriers et ces artisans du verre, une compétence qu'on va retrouver d'une certaine façon au XIXe siècle. On peut alors s'interroger sur le lien entre le savoir-faire technique, la capacité à contrôler avec ses mains un processus de fabrication complexe. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, le métier du verre est l'un des arts les plus complexes et les plus difficiles à maîtriser, avec un apprentissage qui peut durer presque une dizaine d'années. Donc, un lien entre ce savoir-faire technique et la capacité à élaborer un raisonnement politique, à penser l'abstraction théorique de ce qu'est la communauté.
On pense ici évidemment à la récente traduction de l'ouvrage du chercheur américain Matthew Crawford, Éloge du carburateur, qui incite justement à penser ensemble la technicité du geste et celle de la pensée. Alors si on suit cette hypothèse, troisième point, comment et pourquoi le travail qualifié permet-il cet apprentissage du politique ? Et je voudrais ici insister sur la façon dont les lieux et les institutions du travail peuvent effectivement contribuer et permettre cet apprentissage. D'une part, en rappelant que le métier est un lieu de construction d'un sens moral, d'une éthique du bien commun, essentielle au bon fonctionnement de la communauté. À Venise, ces fameuses scuole, donc qui deviennent ensuite métiers, sont d'abord nées comme des associations pieuses, des confraternités, qui rassemblent des hommes et des femmes, qui font soit le même métier, soit qui appartiennent au même quartier. Donc on retrouve ici encore une fois l'importance de l'espace, qui peut se combiner ici à celle du geste professionnel. Et ces scuole, qui sont donc soit des métiers, soit des confraternités, au-delà de leur mission principale, qui peut être soit des missions pieuses, soit des missions professionnelles, ont aussi pour fonction d'arbitrer des visions contradictoires du monde, d'élaborer, de permettre justement l'élaboration collective d'un langage commun, d'un langage qui va permettre de décrire l'intérêt commun du groupe d'hommes et de femmes qui sont rassemblés au sein de la scuola, de produire un accord entre ces habitants sur ce qu'est le commun auquel ils doivent collectivement adhérer s'ils veulent défendre l'institution, et finalement d'encadrer leur velléité politique, donc aussi de former ce sens politique. Je cite deux extraits des statuts de ces scuole. La première, celle de la Scuola des Verriers au XIVe siècle, qui ordonne que, je cite, « Personne du présent art n'ose ni ne présume faire une quelconque mise en ordre, compagnie, communauté ou conspiration, par serment ou jurement, ou par quelque promesse, contre l'honneur de Messire le Doge et la commune de Venise, ou contre toute autre personne sous peine d'être bannie. » Et un autre extrait des statuts, cette fois-ci d'une confrérie pieuse de San Giovanni Battista à Murano, à laquelle adhèrent de très nombreux verriers, qui dit que chaque membre doit prêter serment sur les statuts, que durant tout le temps de sa vie, il n'ira pas contre la seigneurie de Venise et nos ordres. Donc cette construction d'un discours et de pratiques qui défendent le bien commun et qui défendent aussi Venise en interdisant les conjurations, se fonde enfin sur un idéal de justice. Ça sera mon dernier point ici. La scuola, donc l'art, le métier, fonctionne aussi comme tribunal. Ce n'est pas seulement un espace où on va produire un discours sur le bien commun, c'est aussi un espace où on va défendre ce bien commun par des institutions de justice. Et il existe au sein de ces arts des tribunaux élus, les artisans, élisent des représentants qui vont faire office de juges et qui vont pouvoir arbitrer les différends, juger les problèmes entre les membres, apaiser les tensions et les conflits, imposer un certain nombre de règles. Et donc on le voit dans l'élaboration de cet ordre de la justice, de cet horizon de la justice, pour les habitants ordinaires, c'est là que se noue justement l'idéal de justice. La plupart n'ont jamais affaire à la justice pénale, mais c'est bien à la justice civile et la justice du métier à laquelle ils se confrontent. Je pense donc qu'il faut prendre au sérieux le rôle de ces institutions, le métier ou la confrérie du XVIe siècle, la chambre syndicale ou le club au XIXe siècle, sont des institutions où se construit une expérience politique ordinaire qui permet ce languissement de l'expression de Rougerie vers d'autres possibles politiques, que ce soit vers de nouveaux statuts et configurations institutionnelles, comme on vient de le voir à Murano, que ce soit vers des épisodes révolutionnaires comme la Commune de Paris, qui sont aussi le fruit justement d'une maturation politique longue en amont et qui prépare d'une certaine façon l'épisode. Alors pour conclure, si le travail se révèle, je pense, un bon observatoire de cette expérience communale, il ne s'agit évidemment pas pour autant d'en produire une lecture irénique et d'héroïser les membres de ces métiers. Le travail est aussi un lieu de conflit, de hiérarchie, de domination, et c'est précisément pour cela qu'il est là où se fabrique l'expérience ordinaire de la commune et du politique. À mon sens, l'exercice proposé ici par Quentin s'est révélé heuristique car justement, il oblige à penser les correspondances et les échos entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, justement dans cette réflexion de ce que le savoir-faire professionnel et technique confère en matière de compétences à penser le commun et à construire des institutions au service du commun. Toute la question reste évidemment celle du sens à donner à ces effets de réverbération d'un siècle à l'autre. S'agit-il d'un variant, voire d'universel, que la perspective de la longue durée permettrait de saisir ?
S'agit-il de réemploi, de citation, comme on a vu les cas présentés par Quentin précédemment? Et c'est évidemment le sens de ce séminaire, d'essayer de réfléchir justement à ces effets de réverbération et de ce qu'on peut leur faire dire. Mais peut-être pour conclure sur l'histoire de Murano et des Verriers, si ce cas d'étude nous donne des pistes de réflexion, c'est peut-être dans celle de la scansion chronologique qu'elle le fait, dans la question des seuils de transformation et des seuils de modernité éventuels. Parce que finalement, si on s'intéresse au travail du verre, on se rend compte que le vrai moment de rupture dans cette histoire longue du travail du verre, c'est plutôt les années 1950. C'est plutôt le moment où adviennent un certain nombre de transformations, alors dont on pourra reparler dans la discussion, mais que les ouvriers du verre actuels desquels les ouvriers du verre actuel ont totalement conscience. Et il y a eu plusieurs entretiens qui ont été menés auprès d'eux qui montrent que justement, pour eux, la rupture, elle est là. Et qu'effectivement, quand on fait cette histoire longue du métier de verrier, on a l'impression il est quasiment immuable du 13e aux années 50 et que depuis environ 70 ans, il y a eu une vraie rupture. Et cela pourrait donc expliquer pourquoi on pourrait penser de façon assez aisée le 16e et le 19e siècle en perspective, plutôt que, effectivement, d'y voir une rupture qui adviendrait à la fin du 18e siècle.